Nous sommes en compagnie de Olivier Bobineau, sociologue des religions, qui vient de nous proposer, non pas par provocation, mais parce que je crois que c'est son goût, une musique métal. Alors, proposer ça alors que nous enregistrons dans un studio de Nantes à quelques encablures du festival du Hellfest de Clisson qui provoque ici quelques boutons chez certains de nos auditeurs d'ailleurs. Hein. Eh bien, Olivier Bobineau, il faut que vous nous en disiez un tout petit peu plus sur ce goût qui est le vôtre. Apparemment. J'ai fait du séminaire à un moment donné et au séminaire j'étais connu pour écouter ce genre de musique parce que je crois qu'elle est... C'est peut-être pour ça qu'on vous a demandé de partir, à moins que vous ne soyez parti de vous-même. Je suis parti de moi-même, c'est clair, mais non, l'idée c'est que c'est une musique qui a une forme de puissance et qui par ailleurs, parce que j'ai étudié Bach par ailleurs, et ce qui est très intéressant, c'est de voir la structuration musicale des morceaux. Et on retrouve la structuration des concertos brandebourgeois. Mais je me ferai un plaisir un jour de revenir dans une émission de musicologie pour analyser avec vous non seulement Highway to Hell d'ACDC ou Highway Star de Deep Purple et le concerto brandebourgeois, notamment numéro 5 de Jean-Sébastien. Écoutez, je vous prends au mot, nous prendrons rendez-vous et nous ferons des émissions, pas seulement d'ailleurs sur ce sujet, parce que je crois que Olivier Bobineau, vous avez choisi un créneau de recherche qui est au cœur, en effet, des préoccupations qui sont celles non seulement de l'ensemble des chrétiens, mais aussi de l'ensemble de la culture contemporaine. Alors, revenons à cette question de la laïcité et de la formation des imams en France. D'abord, peut-être un mot sur la manière dont vous concevez cette laïcité. Je crois avoir compris que vous en discerniez 4 formes. Oui. Je crois qu'il y a 4 types de laïcité et elles sont toutes présentes, c'est ça qui est intéressant, sauf une dans la loi du 9 décembre 1905. Alors, allons-y, la laïcité d'opposition. Alors d'abord, c'est la laïcité d'opposition, c'est-à-dire en gros, une laïcité qui est partagée par l'ensemble des Français. Quand vous interrogez un citoyen français, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est vivre sa foi dans la sphère privée, ce qu'on appelle la privatisation de la foi. Je vis ma foi dans la sphère privée. Et cette laïcité, c'est celle de la loi, après Émile Combes en 1904, après le contexte est à l'époque de s'opposer à l'Église catholique, de s'opposer à son pouvoir dans la société, et notamment dans le biais et par le truchement des écoles. Ça, c'est une laïcité d'opposition. Le fait est qu'elle n'est pas présente dans la loi. Regardons l'article 1 et l'article 2 rapidement. L'article 1, dans le chapitre des principes, l'article 1 pose 2 principes, 2 finalités, que je résume par une laïcité de proposition. Ce que j'appelle une laïcité de proposition. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous réserve de l'ordre public. Le mot important, c'est liberté. C'est-à-dire que, alors qu'on nous dit que c'est la sphère privée, et il faut vivre en famille, chez soi, renfermer sa foi, l'article 1, qui pose les finalités, dit « liberté d'exercice du culte pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public ». Bien, donc c'est la liberté, c'est la laïcité de proposition. Et puis, regardons l'article 2, que connaissent parfois certains Français, certains de nos concitoyens. Il commence par « La République ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte ». Ça, c'est l'article qui est connu. C'est l'article c'est la laïcité de neutralisation, voilà. De neutralité. Mais cette laïcité n'aboutit pas à la privatisation de la foi. Ce qui est marqué là, et c'est capital à comprendre d'un point de vue juridique, donc il faut faire un peu de droit et de sciences juridiques, quand on dit la République ne reconnaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle méconnaît. Ça veut dire qu'elle n'accorde pas un droit particulier au culte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne s'ingère pas dans les cultes. Elle refuse de s'ingérer dans les cultes. Bien. Donc c'est une laïcité de neutralisation, de non-ingérence. Je ne m'ingère pas, moi, État, dans les cultes. Alors vous parlez d'un 4e terme, vous utilisez un 4e terme, voilà. C'est la laïcité de composition. Laïcité de composition, après opposition, proposition, neutralisation, composition, c'est un petit peu hegelien. Une laïcité de composition où là, l'idée c'est de dire, comme c'est le libre exercice des cultes qui compte, que faire quand des individus ne peuvent pas pratiquer un culte dans un lieu fermé, dans un service public, une prison, quand ils sont dans l'armée, à l'étranger, quand ils sont dans un internat, quand ils sont dans des maisons de retraite, bref, dans des lieux fermés. Eh bien là, comme c'est la liberté qui compte, l'État est prêt à composer et dire, oui, seront prévus au budget des pouvoirs publics, au budget de l'État, au budget des communes, au budget des régions, la possibilité de faire des aumôneries.
c'est-à-dire laisser la possibilité aux individus qui ne peuvent pas aller à l'église, au temple, à la synagogue, à la mosquée, eh bien de pratiquer sur leur lieu où ils vivent, dans les lieux où ils vivent. Autrement dit, il y a une finalité, c'est la liberté du culte, la liberté de conscience. Et pour cela, il y a des moyens, on compose avec des aumôneries. Et un deuxième moyen capital en philosophie politique, c'est le fait que l'État ne s'ingère pas dans la gestion des cultes. Remarquable laïcité française. Et donc, qui à vos yeux, si je vous entends bien, n'est pas réellement comprise ni de l'opinion, ni même des universités ou des pouvoirs publics. Ah bien sûr, puisque, en gros, en résumé, je l'ai déjà dit, privatisation des cultes, privatisation de la foi. Or, la loi de 1905, ce n'est pas la privatisation de la foi, c'est la publicisation des cultes. C'est la possibilité, demain, à condition de prévenir, de se trimballer en mettant les mains en l'air, avec sa croix, avec son croissant, en pouvant faire des prières. Voilà, à condition de prévenir, y compris les pouvoirs publics. Alors, si je vous entends bien, et pour revenir un tout petit peu en arrière, nous n'avons plus que quelques petites minutes, l'islam, selon vous, ne pose pas de problème majeur en France, contrairement à ce qu'on nous laisse croire. Bien sûr. Et alors, le débat ne serait donc pas si religieux que cela? Non. Oula, alors là, il nous faudrait Expliquez-vous, mais vous n'avez plus que 3 petites minutes. Oh. Mais nous retrouverons plus tard. Bon, j'espère, merci. Si vous voulez, le problème n'est pas... Il n'est pas religieux en ce sens que le problème, il est beaucoup plus identitaire et social. Je me suis intéressé à la date du point de départ de tout cela. C'est le voile. Or, c'est 1989, le voile. Eh bien, on observe que la même année, à la fin des années 90 notamment, on va voir une musique qui va dominer en banlieue, et notamment auprès des publics des beurs, ça va être le rap. Et puis on observe aussi un nouveau langage, ça va être le verlan. Le sociologue que je suis apprend à tous ses étudiants qu'un homme, une femme, quel qu'il soit, il a 3 manières de construire, 3 groupes pour construire son identité. Ce qu'on appelle un groupe d'appartenance, ce qu'on appelle un groupe de référence, ce qu'on appelle un groupe d'origine. Groupe d'origine, pour les beurs, c'est le bled. Quand eux, ils reviennent au bled, ils sont considérés comme des sales français, des sales fils de colons. Leur groupe d'origine, le bled, au Maghreb, les rejette. Leurs arrière-grands-parents, leurs aïeuls, si vous voulez, d'une certaine façon, les rejettent. Donc, leur groupe d'origine, pour construire l'identité des beurs à la fin des années 90, que dalle, rien, c'est fini, au revoir. C'est ce qu'ils me disent dans les entretiens. Par ailleurs, deuxième type de groupe, le groupe de référence. Quel est le groupe de référence dans la République française? Les grandes écoles, la société de consommation. On est bien placé, et vous avez fait des émissions là-dessus, pour voir que, évidemment, ce type de population, habitant en banlieue, et n'a pas eu nécessairement accès aux grandes écoles. Je sais de quoi je parle, j'ai fait Sciences Po, je n'ai vu aucun, en tant que fils d'ouvrier, j'étais le seul sur 500 à Paris, mais je n'ai vu aucun arabe à l'époque. Et aucun arabo-musulman. Donc, le groupe de référence, ils n'y ont pas accès. Qu'est-ce qui reste à ces individus pour construire leur identité? Ce qu'on appelle le groupe d'appartenance. Et un groupe d'appartenance, il s'exprime avec des vêtements, il s'exprime avec un langage, avec une musique. Et bien voilà, l'histoire a commencé à partir de ce moment-là, où des jeunes gens, alors que leur grand-mère ne porte plus de voile, ont commencé à porter le voile. Donc c'est une régression. Donc alors non, nous on préfère parler en sociologie d'une construction identitaire. Oui, mais enfin, comment ne pas interpréter ce repli identitaire, justement, comme une régression? Alors, en effet, donc là, il faudrait faire de la philosophie politique, mais c'est en effet une construction selon l'ordre du même, selon l'entre-soi communautaire. Et ça aboutit à des conflits, en effet. Mais le problème n'est pas religieux, vous le voyez, il est vraiment d'abord et social. Oui, je le comprends bien. Écoutez, Olivier Bobineau, je vous remercie beaucoup de cette combativité que vous mettez dans vos propos, et cela m'indique que nous allons nous retrouver nécessairement pour d'autres émissions. Je voudrais rappeler que vous avez publié beaucoup de livres, et que vous dirigez d'ailleurs une collection aux éditions des Clés de Brouwer qui articule précisément le religieux et le politique. Vous avez publié Dieu et César séparés pour coopérer. Vous avez publié Balayer la paroisse, une institution catholique qui traverse le temps, les formes élémentaires de l'engagement, une anthropologie du sens, la co-responsabilité dans l'Église, utopie ou réalisme. Vous êtes décidément très prolifique alors que vous êtes encore très jeune. Je ne l'ai pas dit à mes auditeurs, mais vous n'avez pas 40 ans. Le religieux et le politique, 12 réponses de Marcel Gauchet. Oui, c'est suivi de 12 réponses de Marcel Gauchet. J'ai lu cela, en effet. Il faudra qu'on en reparle, Olivier Bobineau, de tout ça. Former des imams pour la République, eh bien, c'est peut-être le titre qui est le plus en rapport avec ce que nous venons d'évoquer très rapidement. Former des imams pour la République, donc aux éditions du CNRS. Vous aviez un autre ouvrage peut-être à mentionner ? Oui, parce que je vais publier
3 livres sur le catholicisme, et tout ça prend son origine dans ma thèse de doctorat qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle Dieu change en paroisse, et qui a eu le prix de la recherche en France et en Allemagne. Qui va donc être publié aux presses universitaires de France incessamment. Alors là, non, les 3 ouvrages, ça c'était publié en 2007, c'est déjà publié, oui. Mais les 3 ouvrages vont être publiés soit chez Armand Collin ou au CNRS, édition. Voilà. Merci Olivier Bobineau, et à une autre fois. Merci beaucoup.